À 15 ans, on crée des associations? Alors à l'époque où j'ai créé Aïda, non, il fallait avoir 16 ans OK. pour créer une asso, donc on a un peu grugé, on pourra en parler. Mais effectivement, j'avais 15 ans quand j'ai créé Aïda, j'ai perdu ma grand-mère, qui s'appelait Aïda, qui a eu un cancer, qui est décédée hyper vite en 2 semaines. Et à cette époque-là, j'ai mis les pieds pour la première fois à l'hôpital. C'est peut-être pas un milieu où on attend, les jeunes, l'hôpital, spontanément. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui, avaient la même maladie que ma grand-mère, donc qui avaient un cancer et qui étaient, hospitalisés soit avec des tout-petits, donc soit avec des enfants de 3-4 ans, soit avec des personnes âgées, avec une moyenne d'âge dans le service qui était 60 ans. Et ça m'a vachement marqué de me dire qu'aujourd'hui, quand tu es un ado, quand tu es un jeune adulte, il n'y a pas forcément d'espace qui peut t'accueillir, où tu peux quand même vivre ta jeunesse, même si tu es malade, hein. Et donc ça a été vraiment mon déclic. Ça a été bien sûr la mort de ma grand-mère, mais ça a aussi été de me confronter pour la première fois au monde de l'hôpital et de me dire, bah, face à ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et ma réponse, ça a été l'engagement. L'ascenseur social n'est pas bloqué, la famille. Nous, on est là, on a la rage, on a la haine, on a le cerveau. On peut tous s'en sortir. Elle vient d'où cette détermination? Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Si t'es sûr de ce que tu veux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy Bouguerne et aujourd'hui nous recevons Léa Moukanas. Léa a 23 ans, elle a créé l'association Aïda il y a 8 ans. Cette dernière a pour mission de soutenir les jeunes face à la maladie. Tout au long de cet épisode, nous reviendrons sur son parcours de femme engagée qu'elle a débuté à l'âge de 15 ans. Bonne écoute à vous. Salut Léa, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ça va, super. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à toi, c'est On très est cool. très honorés de te recevoir dans Génération Déterminée. Bah, je suis ravie d'être là. Les déterminés, c'est la famille, donc c'est trop cool. Eh ben, merci. Léa, tu as un parcours qui est assez détonnant dans ce milieu un peu de l'engagement. Génération Déterminée, comme on a pu le dire tout à l'heure en intro, c'est un podcast qui va parler d'initiative. C'est quoi pour toi l'initiative? À quoi ça te fait penser? Bah, l'initiative, c'est déjà le fait de commencer quelque chose et puis ensuite de créer l'espace dans lequel on peut agir, de créer l'espace qui va répondre à un besoin, comme ce que les déterminés, Moussa a pu faire avec les déterminés, et comme nous, ce qu'on fait avec Aïda, en se disant, bah, y a des jeunes qui ont un besoin quelque part et on va aller y répondre. Justement, tu disais, c'est un commencement. Et toi, ce commencement, tu l'as eu assez tôt, je crois. Pas mal la transition, on notera quand même. Ouais, Mm. c'est un travail. Du gros boulot. Un engagement qui a commencé tôt, je crois à l'âge de 15 ans. Oui. Tu as créé cette association Aïda. Oui. À 15 ans, on crée des associations? Alors à l'époque où j'ai créé Aïda, non, il fallait avoir 16 ans pour créer une asso, donc on a un peu grugé, on pourra en parler. Mais effectivement, j'avais 15 ans quand j'ai créé Aïda, j'ai perdu ma grand-mère qui s'appelait Aïda, qui a eu un cancer, qui est décédée hyper vite en 2 semaines. Et à cette époque-là, j'ai mis les pieds pour la première fois à l'hôpital. C'est peut-être pas un milieu où on attend les jeunes, l'hôpital, spontanément. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie que ma grand-mère, donc qui avaient un cancer, et qui étaient hospitalisés soit avec des tout-petits, donc soit avec des enfants de 3-4 ans, soit avec des personnes âgées, avec une moyenne d'âge dans le service qui était 60 ans. Et ça m'a vachement marqué de me dire qu'aujourd'hui, quand tu es un ado, quand tu es un jeune adulte, il n'y a pas forcément d'espace qui peut t'accueillir, où tu peux quand même vivre ta jeunesse, même si tu es malade, hein. Et donc ça a été vraiment mon déclic. Ça a été bien sûr la mort de ma grand-mère, mais ça a aussi été de me confronter pour la première fois au monde de l'hôpital et de me dire, bah, face à ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et ma réponse, ça a été l'engagement. Donc, il y a eu ce déclic qui t'a poussé. Par qui tu as été accompagné? Est-ce que tu as trouvé rapidement des soutiens pour fonder Aïda ou tu étais un peu seul et tu as dû te battre Euh, on avait ce truc à 15 ans de dire on va y arriver sans les adultes. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était hyper secret. Mes meilleurs potes au lycée savaient. Mes meilleurs potes en ont parlé à d'autres gens au lycée. Donc assez vite, ma classe, ma promo savaient qu'il y avait un truc qui était en train de se monter, savaient qu'ils avaient envie d'en faire partie parce que ce truc de j'ai envie de m'engager, c'était assez présent un peu partout. J'ai envie de faire quelque chose de concret. Mais je l'ai dit très tard à mes parents. Je l'ai dit à mes parents 3-4 mois après avoir créé Aïda. Donc il fallait avoir normalement 16 ans pour créer une association. Je venais d'avoir 15 ans. Donc j'ai j'ai copié la signature de ma mère en lui disant bah, tu signes mon bulletin. Et en fait, elle a signé le papier qui a créé. À ne pas reproduire chez vous, c'est assez dangereux. Donc elle a signé les statuts de l'association en pensant signer mon bulletin de notes. Parce qu'il y avait ce truc de j'ai envie d'y arriver sans les adultes. Et il y avait aussi ce truc à l'époque de bah, c'est quand même ma grand-mère, c'est quand même la mère de ma mère. Donc j'ai envie que si elle en entend parler, c'est que le truc il prend un peu. Comme j'avais aucune certitude, si ce n'est que je voulais faire ça,
Voilà, j'avais pas trop envie que ça s'ébruite et j'avais envie de pouvoir faire mon truc tranquille avant de pouvoir en parler. Et donc, ça s'est fait dans le milieu scolaire au départ. Donc, quand tu dis on, c'est ta classe. Ouais, c'est ma classe, c'est mes potes d'abord, c'est ma classe. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Au départ, on s'est dit, on va aller rendre visite à des jeunes dans l'hôpital le plus proche. On s'est rendu compte que les hôpitaux n'étaient pas forcément intéressés, au tout début en tout cas, parce que d'avoir des jeunes de 14-15 ans qui débarquent à l'hôpital, c'était pas commun. Et donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va lever des fonds et on les reversera à des hôpitaux après. Et donc, on a fait faire des t-shirts. Alors, on a appris que quand on avait 0 € sur un compte bancaire et qu'on faisait faire des t-shirts à 1 000 €, ça faisait moins 1 000 sur le compte bancaire. Donc, on a fait des t-shirts, on était à moins 1 000 sur le compte bancaire, on les a vendus à nos profs. Donc, il y avait tout un trafic au lycée. On cachait la thune sous l'estrade au lycée. Et tous les soirs, on allait chercher l'argent qui était sous l'estrade. J'étais escortée par 2 mecs jusqu'à chez moi pour être sûre qu'on ne prenne pas l'argent. Et donc, c'est comme ça qu'on a levé nos premiers fonds. Mais c'était vraiment... on fait avec ce qu'on a et on fait avec les idées qu'on a au tout départ, quoi. En vrai, c'est une belle leçon entrepreneuriale, hein, d'avoir démarré avec rien. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est faire avec ce qu'on a. Et je pense que les déterminés... Enfin, j'ai eu pas mal de discussions avec Moussa là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a lancé Aïda et les déterminés à peu près au même moment. Aïda a 8 ans, elle est déterminée aussi. Donc ouais. On a lancé au même moment. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Moussa, on était à une conférence, ça faisait peut-être 1 an et demi que lui avait lancé le déterminé, que moi j'avais lancé Aïda. Et la journaliste qui nous interviewait, la première question qu'elle nous a posée, c'est « Qu'est-ce que vous faites de vos vies ?» Et que Moussa, on s'est regardé, on a eu un fou rire parce qu'en fait, on ne savait pas. Et c'est ça aussi le propre de l'entrepreneuriat, c'est de te lancer dans un truc où tu fais avec ce que tu as une conviction, une espèce d'urgence d'agir, mais honnêtement, si tu dois décrire ce que tu fais au départ, tu sais pas. Et puis si tu dois mettre des mots sur ce que tu fais à des gens qui te demandent ton job, tu sais pas non plus, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Moussa, et c'est dans cette espèce de même cercle du départ de la folie de l'entrepreneur et l'urgence d'agir et de faire quelque chose de concret et d'essayer. Et c'était cette espèce d'équilibre entre j'essaye, je sais pas si ça marche, mais en même temps c'est urgent que j'essaye parce que j'ai envie que ça marche, quoi. C'est cette espèce d'équilibre entre les deux. Est-ce que cette insouciance plutôt de l'adolescence t'a permis aussi de faire ce que Aïda est devenue aujourd'hui? Oui, je pense qu'à aucun moment je me suis dit que l'hôpital était un milieu difficile. À aucun moment, je me suis dit que le cancer était une maladie dont on pouvait mourir. Paradoxalement, ma grand-mère en est morte, mais je pense que c'est pas la mort, la maladie, des choses qui sont forcément associées à la jeunesse. Et donc, quand moi j'ai démarré, j'étais à milieu de comprendre et d'imaginer le monde auquel on allait se heurter, auquel on s'est heurté après. Et je pense qu'on s'y est heurté avec beaucoup de fraîcheur, et c'est ça qui a apporté beaucoup de choses dans nos premiers pas à l'hôpital, dont on parlera peut-être après. Mais oui, il y a une certaine innocence. C'est pas facile d'entreprendre quand on a 15 ans parce qu'on n'est pas forcément pris au sérieux. Et en même temps, tu as le luxe de pouvoir prendre des risques avec un petit filet de sécurité quand même, qui est que tu vis encore chez tes parents. Tu n'as pas la question de comment je mange à la fin du mois qui pèse plutôt sur tes parents que sur toi. Donc, c'est à la fois pas évident parce qu'on ne te prend pas forcément au sérieux. Et c'est à la fois, je pense, un super âge pour entreprendre. En tout cas, moi, j'ai adoré entreprendre à 15 ans. Tu parles de légitimité. Ouais. C'est vrai que le milieu hospitalier, c'est pas un milieu hyper facile. C'est des sujets qui sont assez compliqués. Comment des jeunes de 15 ans ont réussi à se faire une place dans un milieu aussi fermé, entre guillemets? Le monde de la santé, c'est un monde où, normalement, tu pèses si tu es médecin, si tu as été malade, si tu as été un proche de malade, mais des malades que tu veux aider, ou éventuellement si tu travailles à l'hôpital d'une façon ou d'une autre. Très rare, les gens qui n'ont aucun lien avec la santé, qui arrivent dans le milieu hospitalier. Donc on s'est heurté à ce premier truc. En arrivant, les gens nous disaient mais pardon, vous voulez être médecin plus tard? Bah non. Vous avez eu un cancer? Bah non. Et donc les gens étaient un peu déstabilisés par ça, et c'est vrai que ça a été compliqué d'être légitime. Puis après, je trouve qu'il y a toujours ce truc, je ne sais pas si c'est féminin, je ne sais pas si c'est lié à l'âge, je ne sais pas exactement quelle est la source de ce truc-là. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me sentir légitime. Même quand Aïda a commencé à lever plusieurs millions d'euros, même quand Aïda a eu ses premiers salariés, j'ai eu beaucoup de temps à me sentir légitime. Et encore aujourd'hui sur des sujets, parfois ça peut être difficile. Parce qu'il y a toujours ce truc de... Il faut imaginer qu'avant de créer l'espace dans lequel tu agis, dans lequel tu embauches des gens, dans lequel tu engages des milliers de gens, il n'y avait rien. Donc en fait, tu pars de zéro, tu construis un écosystème, mais tu dois tout créer. Tu dois tout créer de comment tu embauches quelqu'un, le process, à qui répare la clim au bureau quand elle est pétée, tu dois tout créer de A à Z. Et donc, dans ce truc-là, parfois, ta légitimité, elle vient de est-ce que ça aurait pas été plus simple d'aller dans un endroit où les choses existaient déjà? Pourquoi est-ce que j'ai voulu réinventer les choses?
Et puis quand tu regardes ce que tu fais sur le terrain, quand tu regardes la façon particulière et l'approche particulière qu'ont tes équipes, tu comprends que ta vie d'entrepreneur, c'est créer cet espace dans lequel tu as décidé d'agir et que prendre les rênes de ta vie, c'est aussi créer l'univers dans lequel tu as envie de construire ta vie. Et ça s'applique au boulot, mais ça s'applique aussi dans ta vie perso. Complètement. Ah, tu nous as dit beaucoup de choses intéressantes, notamment sur la taille. J'imagine, tu me dis vraiment, c'est de la merde. Bah, ça va, c'est les aléas du direct. Exactement. Non, mais on one shot, on coupe pas. On est en direct, bien sûr. Tu parlais de la taille de l'asso. Oui. C'est vrai qu'on parle d'association, donc on a l'impression que souvent c'est petit asso du coin, etc. Sauf qu'Aïda, c'est plusieurs salariés, c'est des millions d'euros qui ont été levés et un vrai parcours d'entrepreneur social que tu as eu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce cheminement pour amener Aïda de l'asso créée dans sa classe quand tu as 15 ans à ce que c'est aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, Aïda, peut-être pour te donner une idée, on est 26 salariés dans l'équipe. On forme 3000 jeunes chaque année à intervenir à l'hôpital. Et on a mobilisé à peu près 80 000 jeunes depuis le début d'Aïda, qu'on a sensibilisés à notre sujet, qu'on a embarqués dans les hôpitaux. Et on est présent dans une 50aine d'hôpitaux en France, dans 15 villes. Donc c'est sûr que ça a grandi, de la classe de lycée qui est là au départ, avec ces jeunes un peu fous qui veulent changer le monde, mais qui ne savaient pas tellement comment faire, à cette structure plus grande aujourd'hui. Il y a eu un cheminement, et je pense que la notion que tout entrepreneur se pose à un moment, c'est la notion de grandir. On disait tout à l'heure, il y a les petites associations. Moi, je trouve que les petites associations locales, parfois, elles ont plus d'impact que des assos nationales. Donc, je pense que la question, c'est pourquoi tu décides de grandir. Et une fois que tu t'es posé la question de pourquoi tu décides de grandir, c'est comment est-ce que tu décides de grandir. Nous, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait dans l'hôpital, pas très loin de notre lycée, ça ne changeait rien de le faire à Marseille avec un lycée et un établissement scolaire. Ça ne changeait rien de le faire à Toulouse. Ça ne changeait rien de le faire à Lille, si ce n'est que ce n'était pas à Paris. Et donc, on s'est rendu compte que l'impact qu'on avait à Paris, il était duplicable un peu partout et qu'on avait envie de grandir pour adresser ce besoin, qui est qu'il y a 2300 jeunes qui ont un cancer tous les ans, qu'il y a très peu de choses qui sont dédiées aux adolescents et aux jeunes adultes à l'hôpital et qu'on a envie d'y répondre. Maintenant, on travaille aussi beaucoup avec des associations locales qui ont une force qu'on n'a pas, qui est d'être au plus proche et très en proximité et de connaître par cœur le terrain. Et ça, c'est hyper important et je pense que les deux sont complémentaires. Mais à partir du moment où tu décides de grandir, la question, c'est comment tu grandis. Et nous, la question, elle s'est posée et pour l'association. Ça a été comment est-ce que tu passes de lycéen de seconde à 26 salariés, une structure dans 15 villes, plusieurs millions d'euros que tu lèves. Puis ça a été pour nous aussi. Tu commences à 15 ans, j'en ai 23 aujourd'hui. Comment est-ce que tu décides de grandir là-dedans? Tu fais grandir ton truc, mais tu dois grandir en même temps. Donc cette notion de grandir, elle a été hyper essentielle. Et je pense que ce qui t'aide à grandir, c'est quel sens tu veux donner aux choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le matin, on se lève pour répondre à un besoin, qui est briser l'isolement des jeunes à l'hôpital. Et ça nous aide à grandir, ça aide à faire grandir la structure, mais ça nous aide aussi à grandir à titre perso et à choisir les orientations qu'on décide de faire, nous, pour notre structure. Et à titre perso, tu as décidé de grandir, toi, un petit peu, il faut quand même. Tu as décidé de grandir à travers cette structure, mais en continuant tes études aussi. Oui. Je crois que tu n'as pas arrêté pour te consacrer à... Même si mes études ne m'ont pas beaucoup vu, mais j'ai continué les études en parallèle quand même. Donc, tu as continué le lycée? J'ai continué le lycée, j'ai passé mon bac et après j'ai fait Sciences Po Paris pour faire plaisir à mes parents. Que tu as arrêté il y a pas très longtemps. Que j'ai arrêté en... Alors, je ne suis pas diplômée encore, c'est en juillet, mais j'ai arrêté les cours en décembre. Donc, en parallèle, tu as réussi à créer cette grosse structure et à obtenir ton diplôme? Normalement, c'est bien parti court. Normalement, je t'enverrai une photo. C'est le 1er juillet, ma remise de diplôme. Normalement, je t'envoie une photo le 1er juillet avec... Tu la partageras dès que je la reçois. C'était important pour toi ou, comme je disais, plutôt pour tes parents, pour les... Je vais te dire un truc, honnêtement, tu réfléchis pas. C'est-à-dire que tu es tellement pris dans ton truc, tu as tellement qu'une ambition, qu'une niaque le matin quand tu te lèves, c'est que ce truc marche, qu'en fait, il y a beaucoup de trucs, je vais pas dire que tu les subis, mais il y a beaucoup de trucs, tu suis le rythme, en fait. Tu as envie qu'on te laisse tranquille sur certains sujets, donc en fait, t'encaisses ce qu'il faut encaisser. Et toi, t'es obsédé par un truc. L'entrepreneur, il a ce truc de « je suis complètement obsédé le matin quand je me lève par comment je vais lever de l'argent, comment je vais financer mon truc, comment je vais être rentable,
comment je paye les équipes que j'ai au quotidien, comment est-ce que j'ai de l'impact sur le terrain. Tous ces trucs-là, ils t'obnubilent toute la journée. Donc en fait, quand tu as 18 ans, que tu embauches ton premier salarié à 17 ans et que tes parents te disent la clé pour qu'on te laisse tranquille, c'est que tu fasses des études, honnêtement, tu signes pour les études. Enfin, vraiment, c'est le cadet de tes soucis dans la journée, donc t'y vas. Et en fait, avec le recul, je suis reconnaissante que mes parents m'aient poussée à faire des études parce que je pense que... Alors, je pense que tu peux complètement... Je pense que j'apprends plus sur le terrain que dans mes études, mais je pense que mes études m'ont donné un espace dans lequel je pouvais réfléchir. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as ce truc où toute la journée, tu es sur un bateau qui a des vagues qui sont plus grandes que le bateau toute la journée. Donc en fait, t'encaisses 1000 trucs, mais le fait d'avoir un espace, déjà d'humilité, parce que quand le prof te dit que tu arrives avec 5 minutes de retard, quand tu es le chef, tu t'en fous. Mais quand tu es élève au même titre que tout le monde, bah, en fait, le prof, il te dit au nom de quoi tu arrives en retard. Donc c'est bien, ça te donne un petit cadre. Et puis, ça te donne l'espace dans lequel tu peux réfléchir. Moi, j'ai fait de la finance. On peut se dire que la finance, c'est hyper éloigné de ce que je fais chez Aïda, mais ça m'a permis d'échanger avec le commissaire aux comptes et le comptable d'Aïda en connaissant toutes les lignes comptables par cœur d'Aïda. Ça m'a permis d'avoir mes premiers cours de management et d'avoir la chance de pouvoir les expérimenter au quotidien, parce que le management, bon, d'accord, ça ne s'apprend pas dans une salle de classe, hein, ça s'apprend en manageant des équipes, mais d'avoir un espace où tu peux poser des questions, où tu peux lire des cas de gens qui ont eu les mêmes problématiques que toi avant et du coup pas réinventer des choses qui existent déjà, c'était une chance. Donc au début, j'ai pas trop réfléchi. Avec le recul, je conseille à ceux qui en ont la possibilité de le faire parce que c'est vraiment chouette. Puis en enfance, il y a cette culture du diplôme qui est très présente. Ouais. Moi, ça m'a aidé à me sentir légitime aussi. Il faut se dire les choses honnêtement. Je pense que ça m'a aidé à me sentir légitime dans ce que je faisais. Quand j'ai démarré, quand j'avais 17-18 ans, les patrons d'hôpitaux se foutaient de ma gueule en disant « c'est Mère Teresa qui arrive dans le bureau ». Quand 6 ans après, tu as fait 5 ans de finance, que j'ai fait 2 ans aux États-Unis aussi de sciences politiques, on ne te regarde pas pareil. Et ça ne change rien. Ta personne, elle n'a pas changé. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Moi, j'en ai eu besoin pour me sentir légitime aussi à certains moments. Je vais revenir sur tes parents, notamment ton père, Oui. qui disait, qui t'a dit un jour... Tu l'as eu au téléphone avant, c'est ça? Je ne cite jamais mes sources, mais qui t'a dit, moi, j'avais pas le luxe de m'engager. Est-ce que c'est réellement un luxe de s'engager? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? C'est pas une question facile parce que mon père, quand il me disait ça, pour juste remettre le contexte, il vivait dans les années 70 au Liban qui était sous les bombardements. Donc effectivement, dans un Liban qui est sous les bombardements, quand tu es un mec de 16 ans, bah, tu prends les armes et tu vas combattre pour ton pays. Bon, j'ai pas créé Aïda sous les bombardements en France, donc j'avais pas. Donc je pense que par luxe, il voulait dire ça. Et cette conversation, je pense que je sais d'où tu tires ta source. Cette conversation s'était inscrite dans un contexte qui était: est-ce que tu en veux à la génération avant toi d'avoir détruit le monde, et est-ce que tu as le sentiment que tu dois sauver le monde qu'ils ont détruit? Et c'est une conversation que j'ai eue avec mon père. Moi, mes parents n'ont jamais compris ce que je faisais. Mes parents, partis du Liban, sont arrivés en France. Si je voulais réussir ma vie, il fallait que je sois avocate ou médecin. A priori, je suis aucune des deux pour l'instant. On se rapprochait un peu de la médecine. Donc voilà, mais je devais être l'un des deux. En tout cas, il fallait que je gagne ma vie. Il fallait que je saisisse la chance qu'il m'avait offerte en partant du Liban. Et est-ce que j'en veux à cette génération avant? Non, parce que je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est sous les bombardements au Liban d'avoir une conscience écologique. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est sous les bombardements au Liban de vouloir changer le monde parce que, en fait, là, c'est ta peau que tu veux sauver. Donc, cette question-là et la citation de mon père, elle était dans ce contexte-là. Et je pense que c'est toujours important de redonner le contexte quand on répond à quelque chose. Et pour répondre précisément à ta question, parce que j'ai fait Sciences Po, mais je sais quand même répondre aux questions et pas que les contourner. Est-ce que je pense que c'est un luxe d'entreprendre? Je pense que c'est une prise de risque, parce que je pense que c'est parfois un peu moins confortable que d'autres situations. C'est-à-dire que moi, j'ai été salariée d'Aïda au bout de 6 ans. C'est-à-dire qu'avant ça, tu cumules d'autres jobs et tu fais ce que tu peux en te disant qu'un jour, ça va marcher. Donc oui, c'est une prise de risque. Est-ce que c'est un luxe? Je vais te formuler la question autrement. Est-ce que être dans un espace où tu es libre d'agir et de pouvoir entreprendre ce que tu veux au bout de 8 ans est un luxe? Moi, je pense que oui, mais on n'a pas tous la même vision de ça.
Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui s'engagent parce qu'ils n'ont rien aussi. Et donc, Moi, je pense que quand tu t'engages à 15 ans, c'est aussi parce que il y a une espèce d'urgence de... Et je disais ce matin à mon équipe me disait, c'est marrant, on a toujours ce sentiment d'urgence alors que bon, on ne travaille pas dans un service d'urgence à l'hôpital, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce truc tout le temps d'urgence? Je leur ai dit, mais vous vous rappelez la date de création d'Aïda? Ils m'ont dit oui, le 10 janvier. Je leur ai dit, vous vous rappelez la date des attentats de Charlie Hebdo? C'était le 6 ou le 7 janvier de la même année. Et on a vécu nos années lycée dans un espèce d'état d'urgence de le monde autour de nous est en train de s'écrouler. Il y a des gendarmes, il y a le plan Vigipirate à l'entrée du lycée quand on arrive. On ne se sent pas en sécurité, on va voir un concert, on se fait tirer dessus. Et je suis d'accord que c'est éloigné de l'engagement qu'on a à l'hôpital, mais pas tant que ça en fait, parce que c'est un engagement citoyen. C'est comment est-ce que tu peux être acteur de ton présent et puis comment est-ce que tu peux construire la suite pour vivre dans un monde dans lequel tu te reconnais. C'est juste ça en fait ce qu'on est en train de faire. Les déterminés, c'est sur l'entrepreneuriat et les banlieues. Aïda, c'est sur la santé et les hôpitaux. Mais on est en train de faire la même chose. On est en train de se lever et de dire, nous, on a envie de vivre dans un monde demain qu'on a contribué à construire. En fait, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. tu parlais de cette génération à qui on pourrait reprocher des choses. Mm. Et pourtant, c'est une génération qui reproche, en tout cas, qui pointe du doigt cette génération dont tu fais partie, scotchée devant ces écrans, devant les réseaux sociaux, qui s'abrutit, etc. Et pourtant, c'est quand même une génération qui est vachement engagée. Comment toi, tu vois les choses? Moi, déjà, j'aime pas le mot génération. Ça fait chier tous les médias quand je dis ça parce qu'ils sont embêtés. Ils ont la tagline génération engagée, puis ils regardent leur truc, ils me disent bah... Génération déterminée. On va couper les autres. Non, mais entendons-nous, génération Aïda, on l'a fait 1000 fois. Oui. C'est important pour vendre ton truc. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire génération? Est-ce que vraiment on est différent de ceux qui sont passés avant nous il y a 60 ans et qui avaient cette même révolte à 20 ans? Je suis pas sûre. Je pense qu'on est juste le reflet de la société dans laquelle on vit. C'est quoi le sens de nos vies quand on se lève le matin? C'est quoi le sens de la vie quand on vient de se taper 3 années de Covid où tout le monde s'est dit je vais aller me confiner à la campagne faire du yoga? Bon, en fait, c'est quoi le sens de la vie quand il y a tout ça? Et en fait, c'est exactement ce que notre génération, parce que je ne suis pas contre le mot génération, je suis contre le fait d'isoler notre génération du reste. Parce qu'en fait, on n'est pas un microcosme de jeunes qui vivons coupés du reste du monde. On est juste le reflet et le miroir de la société dans laquelle on est, qui est une société qui a besoin de sens, qui a besoin de se lever le matin en sachant pourquoi elle fait les choses. Et c'est tout ce qu'on fait. Comme la génération de nos parents était le reflet d'une société qui avait l'urgence de gagner sa vie et qui avait l'urgence de créer une famille parce que c'était le sens qu'ils donnaient à leur vie avant. Mais on n'est pas différent de la moyenne. Par contre, il y a des codes qui sont très propres à cette génération-là, ça c'est vrai. TikTok, Instagram, on a grandi avec. On est né, je suis née l'année d'Internet. Donc évidemment que c'est complètement propre à notre génération. Moi, je pense que c'est une formidable façon de faire passer des messages. C'est-à-dire que c'est pas plus différent que quand la télé a été inventée. C'était une formidable façon de faire passer des messages à la génération qui regardait la télé. Bon, bah maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est les podcasts comme on est en train de faire maintenant. On fait passer beaucoup de messages d'information santé, beaucoup de messages de prévention santé sur les réseaux sociaux parce que c'est un endroit où on informe. Alors, il y a des dérives, bien sûr, et on peut en parler, mais c'est un endroit où, avant tout, moi, je crois qu'on informe et c'est un outil et c'est un formidable outil pour entreprendre. Moi, sans les réseaux sociaux, j'aurais jamais pu entreprendre. Vous l'utilisez pour justement faire passer les messages chez Aïda, mobiliser les jeunes, ces réseaux sociaux? Notre première façon de recruter des jeunes quand on a lancé Aïda, quand on a voulu aller au-delà du lycée dans lequel on était, c'était les réseaux sociaux. On racontait notre vie sur Instagram. Il y avait plein de gens qui nous suivaient parce qu'ils trouvaient ça marrant, des jeunes qui posent des photos d'eux avec le même t-shirt. Et on faisait pas grand-chose, mais juste on racontait nos vies sur Instagram. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui nous ont soutenus. Et la deuxième antenne d'Aïda, ça a été à Rouen puis à Toulouse, donc deuxième et troisième. Et donc, c'est des gens... Rouen... La ville. Voilà, personne n'est parfait, mais en tout cas, ça a été à Rouen puis à Toulouse. Et ça a été fou parce que c'est des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. C'est des jeunes de 15 ans qui nous suivaient en disant « Mais attendez, moi, je veux faire la même chose dans ma classe. » Et qui ont fait la même chose. Et moi, un des plus beaux jours de mon histoire avec Aïda, c'est quand je suis arrivée à Toulouse et que les bénévoles de Toulouse pensaient que j'étais une donatrice d'Aïda et que j'étais venue soutenir l'association de Gabrielle, qui était celle qui avait créé Aïda à Toulouse. Et en fait, c'est ça la force des réseaux sociaux, c'est de dire aux gens, si vous voulez vous lever et vous structurer en collectif,
et bah allez-y en fait. C'est ça qu'a permis les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut, bien sûr, il y a plein de dérives aujourd'hui, bien sûr qu'il faut encadrer les réseaux sociaux, bien sûr qu'il faut produire du contenu qui est fact-checké, qui est clean, etc. Mais les réseaux sociaux nous ont permis ça au départ, nous ont permis une mobilisation collective qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent en France. Des jeunes dans des milliers de lycées qui se sont levés en disant « Moi aussi, je veux créer AIDA dans mon lycée », bah, c'est ce qui s'est passé et c'était grâce aux réseaux sociaux. Et donc, ces milliers de jeunes lycéens qui ont justement repris AIDA, l'ont développé, etc., comment tu les accompagnes dans ce qu'ils vont faire au quotidien avec les hôpitaux? Parce que c'est pas quelque chose qui est très simple, entre guillemets, hein, entrer dans un hôpital, aller voir des jeunes qui sont malades. Est-ce qu'il y a un accompagnement, une formation, Oui. un suivi? C'est une très bonne question parce que, Je me pose des bonnes des fois. félicitations, parce que le monde de l'hôpital n'est pas un monde anodin, pour le coup. C'est-à-dire qu'on avait la fraîcheur, l'innocence du départ. Première visite à l'hôpital, on est arrivé à 23. On a mis la musique dans la salle de jeu et c'était une grosse fête. Donc, bien sûr, on a l'innocence, la fraîcheur qui, je pense, a apporté quelque chose de nouveau à la cancérologie, a apporté quelque chose de nouveau à l'hôpital. Mais il y a aussi le fait qu'on évolue dans un milieu qui est difficile. Un jeune sur 5 qu'on accompagne qui meurt. Donc, c'est comment est-ce que tu adresses ça aussi? Comment est-ce que tu adresses la maladie? Comment est-ce que tu adresses la mort? Et comment est-ce que c'est la première fois que ces sujets sont adressés entre jeunes et de façon pas taboue? Donc, nous, au bout de 2 ans, on a mis en place une formation. On a formé nos bénévoles à intervenir à l'hôpital, à la posture d'aidant, à savoir anticiper certaines situations qui peuvent se passer quand tu es dans une salle avec d'autres jeunes de 15, 16, 17 ans, quand tu es dans la chambre d'un jeune qui a 23 ans et qui te confie un truc pas facile. Donc on forme nos bénévoles, ils ont une journée de formation, ils ont un suivi psy, hyper important aussi, hyper tabou au moment où on l'a mis en place il y a 8 ans, avec des parents qui nous appelaient en disant « Mais mon enfant est fou, pourquoi il est pas fou, pourquoi est-ce qu'il irait voir un psy ?» Hyper essentiel à l'heure où on parle tous de la santé mentale 8 ans après. Mais hyper compliqué, c'est vrai que pour pouvoir en parler. Exactement, et notre psy Emma fait un super boulot de création de formation et de suivi des bénévoles au quotidien. Donc on a mis ça en place. Et puis on a mis en place des espaces dans lesquels on pouvait parler de tout ça. Moi j'ai perdu une très bonne amie quand j'étais en 5e qui a fait un arrêt cardiaque, et on a vécu le fait de finir l'année de 5e à 30 et de commencer l'année après à 29. En fait, on n'en a pas parlé. Et toute notre vie, on a traîné ce truc dont on n'a jamais parlé entre nous parce que c'était hyper tabou et c'était devenu celle dont il fallait pas prononcer le nom à un moment, jusqu'à ce que 10 ans après, en fait, on se revoit et on en parle et en fait, on puisse sortir des trucs. Et il y a un vrai tabou aujourd'hui dans la société qui est en train de se lever graduellement, et c'est super, autour de la maladie, autour de la mort, autour de la santé mentale, si on fait un pas un peu plus de côté. Et je trouve ça super que la parole se démocratise là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire qu'on ne crée pas seulement une mise en relation de jeunes qu'on va former à aller voir d'autres jeunes, mais en fait, tout le bagage de formation, de suivi psy qu'on leur donne, on espère qu'ils vont garder dans leur vie après. On les forme à un truc. Peut-être ça va former vos audiences du podcast, puisqu'il y a déjà beaucoup de gens qui vont écouter le podcast des Déterminés. On l'espère et on vous le souhaite. On les forme à un truc qui s'appelle la bouteille d'oxygène. La bouteille d'oxygène, quand on a des milieux difficiles comme le monde de la santé, c'est comment est-ce que quand je suis au contact de gens qui font pas forcément très bien, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont très surmenés au boulot, comme par exemple les soignants, ma bouteille d'oxygène, elle se vide pas complètement. Je suis pas dans un stade où je vais complètement étouffer après m'être engagée. Et donc, tout le truc, c'est comment est-ce que tu as des espaces en dehors pour remplir cette bouteille d'oxygène, des espaces qui t'appartiennent, qui sont à toi. Et donc, on fait cet exercice qui est hyper dur, et je t'invite vraiment à le faire, de noter les 30 lieux dans lesquels, les 30 lieux ou les 30 activités qui nous ressourcent sans nous faire culpabiliser. Donc, on ne parle pas de manger un pot de Nutella devant Netflix, parce que moi, perso, ça me fait culpabiliser. Peut-être toi pas, mais moi, ça me fait culpa de ouf. Toi, ça va? Mais on parle de lieux, d'espaces, d'activités qui te permettent de remplir cette bouteille d'oxygène. Et en fait, ce qu'on est en train d'essayer de donner à ces jeunes qui s'engagent, c'est bien sûr le goût de l'engagement, du service public, de l'hôpital, mais aussi et surtout un bagage qu'ils vont garder toute leur vie dans leur vie professionnelle, de comment est-ce que j'ai des espaces pour moi et comment est-ce que j'ai des espaces dans lesquels je peux agir, bosser, etc. Tu parlais justement de cet épisode en 5e, assez douloureux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites de la sensibilisation justement dans les écoles pour aller adresser ce sujet et peut-être faire naître chez les jeunes
alors, pas que des vocations, mais juste au moins les éveiller à ces questions-là? C'est une bonne question. On est souvent amené à intervenir dans les écoles. Nous, notre approche, c'est de dire engagez-vous. En fait, notre approche à ces sujets-là, c'est l'action. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il ne faut pas répondre à la désillusion par l'inaction et qu'il y a un moment, il faut se lever et agir. Et donc, quand on intervient dans les écoles, le message qu'on passe, c'est voilà l'histoire d'Aïda, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Donc, on intervient dans les hôpitaux, on crée plein de programmes pour les jeunes qui ont un cancer, etc. Rejoignez-nous, on va vous former à faire ce qu'on fait, faites-nous confiance, on construit ensemble le truc. Et une fois que les jeunes rentrent, ils rentrent dans un écosystème où, pour la première fois en formation, ils vont parler de la mort. Parfois, ils vont dire moi, ma tante, elle s'est suicidée, personne n'en a jamais parlé. Ou moi, mon frère, il y a 20 ans, il a eu un cancer. Et en fait, j'ai toujours eu le sentiment d'être mis de côté. Et en fait, j'en avais jamais mis des mots là-dessus. Mais c'est une fois qu'ils sont dans le safe space qu'on en parle. Et une fois qu'ils nous rejoignent, qu'on les a formés et qu'ils sont dans un espace où on peut en discuter. Mais du coup, c'est vrai que ça crée une génération qu'on est en train de former qui est hyper sensible au sujet de santé, qui vient pas d'abord pour la santé, qui vient d'abord parce qu'ils veulent s'engager, parce qu'on est la seule asso ou une des seules assos qui engage des mineurs dans les hôpitaux. Enfin, je pense la seule asso qui engage des mineurs dans les hôpitaux. Donc, ils viennent d'abord pour s'engager. Mais par AIDA, ils vont se familiariser avec la santé. Certains d'entre eux vont vouloir être professionnels de santé après, vont vouloir lancer une start-up dans la santé, vont vouloir... Donc, ça va faire naître des vocations. Et puis, ce qu'on est en train d'observer, c'est que on est en train de commencer à se dire que ça peut aussi modifier leur propre comportement de santé. Certains vont arrêter de fumer. Certains vont faire un peu plus attention à leur sommeil, à leur alimentation, vont être plus vigilants quand leur mec ou leur meuf va fumer. Donc, ou va boire trop en soirée. Et donc, on est en train de se rendre compte que par l'engagement, par l'action, par faire des trucs concrets, parce que les mots, c'est super, mais je pense qu'on est... Pour le coup, s'il fallait donner un nom à cette génération, on est une génération qui a besoin d'agir, parce que sinon, c'est insupportable de voir tous les problèmes sans rien faire. Par cette action-là, va être sensibilisé à plein de sujets dont on va se saisir après. Et en parlant de besoin d'agir, est-ce que ce besoin d'agir, il est différent de ce qu'on a pu connaître auparavant? Tu sais, il y a des générations, encore une fois, génération entre guillemets. J'étais traumatisée sur ouais, la génération, je sens que c'est fini là. On va faire un gros brainstorm. Il y a, disent que les jeunes, les plus jeunes aujourd'hui, s'engagent différemment, plutôt à la carte. Non plus cette notion d'engagement sur le long terme et veulent pouvoir participer à plein de choses, venir sans avoir cet engagement long terme. Est-ce que tu le vois, toi ou... Oui. Nous, l'engagement chez AIDA, il est à la carte. Tu t'engages, pas pour un minimum d'heures. Tu viens 2 heures dans l'année, si tu veux venir 2 heures sur l'année, tu vas 2 heures par semaine, si tu veux venir 2 heures par semaine, mais tu viens quand tu veux. Et tu as une notice sur ton téléphone avec les missions les plus proches de chez toi et tu t'inscris à celle à laquelle tu veux t'inscrire. Donc, c'est un engagement à la carte, mais qui est aussi responsabilisant. C'est-à-dire, plus tu t'engages, plus tu as accès à d'autres formations, donc plus tu vas pouvoir encadrer des bénévoles qui vont s'engager après. Il y en a qui ont été bénévoles il y a 8 ans, qui travaillent chez nous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est un stade au-dessus, c'est un pas de côté et c'est concilier ton engagement avec ta vie professionnelle. Mais en tout cas, je pense qu'on a créé un espace dans lequel chacun crée l'engagement qu'il veut avoir. C'est-à-dire que si tu veux venir 2 heures dans l'année l'été parce que tu es en prépa et que tu n'as pas d'autre choix que de venir 2 heures l'été, tu fais ça. Si tu veux venir toutes les semaines parce que tu as le temps ou parce que tu en éprouves le besoin et l'envie, tu viens toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment à la carte. Et oui, je pense que c'est très différent. J'avais cette discussion avec un monsieur très sympa que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui était militant à l'UNEF il y a, je pense que c'était il y a 20 ans, 25 ans. Et il me disait, mais c'est fou parce que vous, c'est à la carte. Mais nous, quand on s'engageait à l'UNEF, c'était on se levait UNEF, on dormait UNEF, c'était ça tout le temps, quoi. Et je pense que oui, ça a changé. Mais ça a changé aussi parce que le monde associatif, je pense, commence à se professionnaliser de plus en plus. Je pense que ça a changé parce qu'on ne veut plus la même chose aujourd'hui qu'on pouvait vouloir il y a 20-30 ans, que les combats sont pas les mêmes, même si malheureusement on voit que les droits sont de plus en plus menacés. On n'est pas sur les mêmes sujets qu'il y a 20-30 ans. Et je pense que c'est ce contexte-là. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que notre génération, elle est le reflet de la société dans laquelle elle est, mais elle n'est pas à part. C'est pas cette génération qui est différente. C'est vraiment, elle est le reflet du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui fait que la meilleure modalité d'engagement, en tout cas côté déterminé, côté AIDA, c'est celle qu'on a choisie, qui est un engagement à la carte, qui s'adresse aux jeunes et qui est plutôt tourné vers l'associatif. Tu as écrit un livre, ouais. Justement, qui, je crois, parle un peu de tout ça. Oui. Ce livre, c'est « Je vais être utile ». Oui.
Pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? Je voulais raconter l'histoire d'Aïda. Je pense que notre histoire, elle ressemble à plein d'histoires, mais elle est hyper singulière par d'autres. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des bénévoles, des patients qui ont complètement changé ma vie, des professionnels de santé qui m'ont aidé à avoir un autre regard sur le monde, sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, sur le sens que j'ai le matin quand je me lève. Et je voulais partager ça avec d'autres, déjà parce que je pense que ça aide à regarder le monde différemment. Et ensuite parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui se posent des questions aujourd'hui. Moi, j'aurais adoré qu'on me dise à 14 ans que mon métier n'existait pas encore. Ça m'aurait gagné vachement de temps de réflexion. Et je pense qu'il y a aussi ce message aux jeunes qui nous écoutent que, en fait, s'il n'y a aucun métier qui vous plaît aujourd'hui, ou si, à l'inverse, il y a tous les métiers qui vous plaisent, votre vie, elle vous appartient et vous pouvez créer celle que vous voulez et vous pouvez aller piocher là où ça vous plaît et construire ce que vous voulez. Et votre métier, il vous ressemblera. C'est pas obligé d'être un truc calé que vous avez vu dans un manuel et que vous voulez reproduire. Ça peut l'être, c'est cool aussi. Mais vous êtes aussi libre de votre futur et de pouvoir le créer. T'as mis du temps à l'écrire? J'ai mis 6 mois à l'écrire. J'ai fait un truc très marrant. Je me suis barrée. Moussa s'est beaucoup moqué de moi. Je me suis... il va me détester d'avoir dit ça. Je me suis barrée 10 mois à Saint-Malo en Bretagne. Il m'a dit, mais attends, on dirait que tu fais ta crise de la quarantaine, t'as 20 ans. J'avais besoin, on sortait de la crise Covid, j'avais jamais pris de temps pour moi. J'ai créé Aïda quand j'avais 15 ans, j'en avais 22. Je pense que j'étais un peu cramée de fatigue post-crise Covid aussi, milieu hospitalier, etc. J'avais besoin de temps pour moi. Voilà. Et donc, je me suis barrée à Saint-Malo 10 mois. Donc, faut t'imaginer arriver avec ton sac à dos dans une ville qui n'est pas très loin de Paris, mais où tu connais vraiment personne. C'est mignon, Saint-Malo. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est très mignon. Et donc, c'était à la fois incroyable parce que pour la première fois, j'avais du temps pour moi. Quand je suis arrivée sur la plage, je sais pas si t'es déjà allée à Saint-Malo ou pas, il y a une plage de sable énorme et l'horizon de la mer qui est infini. Et quand ça fait 8 ans que tu as la tête toute la journée dans « il faut que je lève des fonds, il faut qu'on ait de l'impact sur le terrain, il faut qu'on mesure cet impact, il faut embaucher des gens, il faut pérenniser des trucs », et que tu as cette espèce d'horizon de sable et de mer qui est complètement infini en face de toi, bon, en fait, tu te dis que ça te rappelle que tout est possible. Et c'est ça l'essence de l'entrepreneuriat, c'est que tout est possible. Et que s'il y a un truc qui n'existe pas et que tu voudrais qu'il existe, en fait, il faut le créer. Et donc, ça a été extraordinaire de pouvoir vivre ces 10 mois-là. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire à Saint-Malo. Donc, c'était aussi un super espace dans lequel tu peux écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire là-bas. J'ai commencé à écrire en février. J'ai fini d'écrire en juin. Non, j'ai fini d'écrire en juillet et le livre est sorti en octobre 2022. Qu'on retrouve partout. Que je vous invite à lire fortement. On va dire que l'engagement, c'est une école de la vie. Ouais. Et d'ailleurs, sorti Covid, tu as créé une sorte d'école, un collège, le collège citoyen de France. C'est ça, trop cool qu'on avec parle. Une dizaine, 10 acteurs qui sont totalement différents. Ouais. On a Alice Zaguri qu'on connaît de The Family. Ouais. On a l'ancien nouveau patron des Mousquetaires. Ouais. Thierry Cotillard. On a SJR, l'artiste. Comment vous êtes retrouvés pour justement créer cette initiative? Alors, on a créé effectivement le collège citoyen à la sortie du premier confinement. On entendait un peu partout la politique, on n'y croit pas. C'est pas les politiques qui vont nous sauver et ça nous appartient plus en tant que citoyens. Est-ce que c'est les politiques qui vont nous sauver? J'ai pas cette réponse-là, mais en tout cas, la conviction qu'on avait à cette époque, c'était que en tant que citoyen, on avait un rôle à jouer. Ne serait-ce parce que nos actions associatives, les Déterminés, Aïda, sont des actions qui sont politiques. Parce qu'en fait, on défend un message d'idéal de société dans lequel on voudrait vivre, mieux prendre en charge les jeunes qui font face à la maladie, favoriser l'entrepreneuriat dans les banlieues. Enfin voilà, on défend cet idéal de société. Et nous, on avait la conviction qu'on s'est heurté au milieu politique de plein fait. Moi, je le côtoie depuis que j'ai 15 ans, tous les jours, mais qu'on n'avait pas les codes, on n'avait pas les outils. On ne savait pas qui était qui, comment tu parles à un ministre, comment tu parles. Alors, c'est cool parce que tu as un côté un peu spontané, mais parfois, il te manque 2-3 outils pour aller chercher ce que tu veux aller chercher. Et donc, c'est exactement ce qu'on a voulu créer avec le Collège citoyen. On est 10, tu l'as dit, on vient de milieux totalement différents, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, et en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce collectif sans l'un ou sans l'autre. On l'a monté à 10, on a découvert ce que c'était de monter un truc à 10. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert, parce que Aïda, j'étais toute seule au départ, ma classe est venue tout de suite, mais
tu as ce truc où tu es un peu seul, là, tu es 10, donc c'est hyper différent, ça t'oblige à prendre des décisions très différemment, enfin, c'est assez cool. Et l'objectif, c'est de former ce qu'on appelle des acteurs ce que certains ont appelé des acteurs de la société civile, que nous, on considère être des gens qui font des choses au quotidien, donc des médecins, des directeurs d'associations, des présidents d'associations, des agriculteurs, qui font des choses très concrètes, à se dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un impact sur les politiques publiques. Comment est-ce que, quand tu es à l'hôpital tous les jours, tu vas pouvoir influencer la façon dont on construit l'hôpital public de demain. Comment est-ce que quand tu es agriculteur, tu auras quelque chose à dire quand la politique agricole européenne va y discuter et que tu peux être partie prenante de ça. Donc c'est exactement ça qu'on a voulu mettre en place. On forme des promos de 50 élèves. Moussa est d'ailleurs un super prof qui vient former et à chaque fois son cours est hyper apprécié parce que je pense qu'il y a l'ADN déterminé aussi qui transcende et qui donne envie de s'engager. Et donc voilà, on a créé ça. Aujourd'hui, on est à notre 3e promo. Ça se passe hyper bien. Et c'est vraiment cette conviction que on peut rêver pour le monde qu'on veut construire, mais on peut aussi faire et mettre chacun sa pierre là-dedans. Et d'ailleurs, on s'appelle les rêveurs-faiseurs parce qu'on pense qu'on a cette capacité à rêver pour construire la suite, mais aussi à faire pour mettre les choses en place. Ouais, et on le voit dans les promos, on a des personnes qui sont très jeunes, comme tu l'as été. Tu l'es encore d'ailleurs, je vais dire comme tu l'as été, non, tu l'as encore, mais aussi des personnes qui sont. Ça va de 18 à 65 ans, c'est assez large. Dans cette nouvelle promo, il y en a un qui s'appelle Dylan Ayissi, qui. Ma star. du collectif Une Voix pour tous, qu'on salue. C'est quoi Et peut-être on peut préciser qu'il fait un super boulot sur le bac pro. sur la réforme du lycée professionnel, en effet. Et voilà, pour le rendre plus visible et pour pouvoir porter la voix auprès du ministère de l'Éducation nationale, auprès de toutes les instances politiques là-dessus. Ils font vraiment un super boulot parce que c'était un chantier, personne ne l'avait pris jusqu'à présent et personne n'avait voulu le prendre. Et Dylan et toute son équipe font vraiment un super boulot. C'est quoi ton ambition, toi, tes projets pour la suite? Pour répondre à cette question, c'est quel idéal on veut pour la santé des jeunes de demain. Et nous, on veut qu'un jeune, dans le monde de la santé et dans l'écosystème de la santé, il ait sa place. Il ait sa place quand on l'informe sur sa santé. Donc, quand il va faire sa première visite chez la gynéco, quand elle va faire sa première visite chez la gynéco, qu'elle ait suffisamment d'informations pour ne pas paniquer avant. Quand elle a sa première carte vitale pour la première fois, qu'elle sache à quoi ça sert. Quand malheureusement un jeune en vient aller à l'hôpital, qu'il ait un espace dans lequel il puisse continuer à être jeune même s'il est à l'hôpital, donc continuer à suivre ses cours, continuer à vivre sa vie de jeune, ses amitiés, sa vie amoureuse, sa relation avec ses parents ou sa rupture avec ses parents si c'est ça. Et puis qu'on veut les accompagner, on veut que le système de santé les accompagne après l'hôpital à se reconstruire après. Donc on est en train d'essayer de créer un écosystème de la santé pour les jeunes. Et je pense que ça, on le fait step by step. Donc, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que dans 15 ans, on puisse dire qu'il y a eu des avancées majeures pour la santé des jeunes et que les professionnels de santé, l'hôpital, la médecine de ville soient plus préparés à accueillir des populations plus jeunes, à informer des populations plus jeunes et à les soutenir tout au long de leur vie. Aïda à l'international, c'est quelque chose que tu as envie? Je pense notamment... Tu vas me chercher dans mes envies profondes, là. Ah, tu vois. Je pense notamment au Liban, que je crois que tu as une histoire avec le Liban, Oui. Que tu es né au Liban, ta famille vient du Liban, qui traverse une crise importante. Est-ce que tu as une envie d'engagement là-bas? Est-ce que tu peux dire des choses Oui, on fait des choses, mais pas forcément publiques, parce que on est toujours attrapé par le fait d'être né au Liban. Le principe d'un Libanais, c'est toujours qu'il y a un autre Libanais dans la salle dans laquelle il est. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Donc, oui, bien sûr, on fait des choses, mais peut-être plus à titre perso que à titre Aïda. Moi, j'ai très envie que Aïda aille en dehors de France parce que j'ai la conviction que permettre à des jeunes de s'engager, encore une fois, nous, on a choisi la santé, mais ça pourrait être chez d'autres autre chose, mais permettre aux jeunes de s'engager, de se lever et de dire « voilà ce que je veux construire pour demain », ça les aide à se projeter dans leur société, dans leur avenir, dans tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui en auraient besoin. J'ai plein d'idées de ce qu'on pourrait faire au Liban, mais j'ai une autre conviction qui est qu'il faut que ça émerge du local. Donc moi, je n'irai jamais au Liban dire je vais faire ça ici, m'implanter. Par contre, j'ai toujours dit, et ça a été fait, il y a eu Aïda, des jeunes qui ont créé Aïda au Mexique, des jeunes qui ont créé Aïda à Londres,
des jeunes qui ont créé AIDA aux États-Unis, qui en fait ont formé des jeunes à aller intervenir auprès d'autres jeunes à l'hôpital et à rencontrer... AIDA, c'est la jeunesse qui rencontre la maladie, donc c'est assez facile à essaimer un peu partout. Et en même temps, ça demande un petit savoir-faire et une petite expertise. Et donc, il y a des jeunes qui l'ont fait un peu partout, mais c'était toujours à leur demande. Et donc, nous, on est là pour répondre à cette demande-là. Est-ce qu'on va lancer une campagne dans les 3 prochaines années pour se développer à l'international? Non. Est-ce que dans les 10 prochaines années, on le fera? Sans doute. Est-ce que tu aurais un message à transmettre à la jeune Léa de 15 ans? Je lui dirais qu'elle a sa place, qu'elle est légitime, qu'il faut qu'elle continue de douter parce que c'est cool le doute. C'est bien, ça te fait avancer, ça te fait te remettre en question. Et je pense qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi quand on est entrepreneur. Et que le doute, c'est le cousin de l'entrepreneuriat, c'est son meilleur pote et il faut que ce soit tout le temps présent ensemble. Mais je dirais qu'elle a sa place et qu'il faut qu'elle lâche rien parce qu'elle va y arriver. Et maintenant, Léa d'aujourd'hui, c'est quoi ses ambitions, mais plutôt personnelles? Mes ambitions personnelles. C'est jamais facile quand tu es entrepreneur de te dissocier de ta structure. Hein. Je pense que Moussa, il a la même problématique. Mon ambition personnelle, c'est de continuer à œuvrer pour la santé des jeunes. Ça passe par AIDA, ça va passer par d'autres projets qui vont arriver dans les prochains mois. Et j'ai vraiment l'ambition de réussir à dessiner une santé qui soit plus adaptée aux jeunes en France. Donc c'est mon ambition perso. Et puis si je dois rajouter un segment perso, c'est quand ça fait 8 ans que tu bosses comme une malade mentale. Mon ambition perso, c'est aussi d'avoir un peu d'équilibre. Et c'est comment est-ce que tu as créé l'espace dans lequel tu agis, dans lequel tu travailles au quotidien. Et c'est génial et tu adores ça. Et tu pourrais le faire toute la journée, toute la nuit si ça ne tenait qu'à toi. Mais comment aussi tu as l'espace dans lequel tu peux prendre soin de toi, soin des gens que tu aimes. Et ça, c'est un petit challenge quand on est entrepreneur, mais c'est très cool. Alors, il y a un sujet que j'ai absolument pas abordé. Je pense qu'il est hyper important. On parle d'asso, on a parlé de levée de fonds, et justement de la relation avec les entreprises. En fait, comment tu vas acheter de l'argent concrètement? Parce que c'est toujours un sujet un peu délicat. Nous, on est financé, pour donner une idée, à 60% par des boîtes, 20% par des dons du grand public, 10% par des subventions publiques et 10% par des prestations de services. Donc, on a 10% d'autofinancement et le reste, c'est de l'argent qu'on va chercher. Parfois sur du pluriannuel sur les 60% d'entreprises, mais donc il y a un enjeu de levée de fonds assez constant. On n'est pas encore ce que des startups appelleraient rentable, ce que moi j'appelle circulaire dans mon associatif. On aimerait bien y venir, mais on est en train de bosser là-dessus. Donc ça implique, puisque la grosse levée de fonds, c'est 60% en entreprise, d'avoir évidemment une relation avec les entreprises qu'on va tisser en essayant de se dire quelles entreprises matchent nos valeurs. On a un baromètre quand une entreprise veut financer AIDA. On envoie à tous nos bénévoles pour qu'ils valident si oui ou non l'entreprise soutient AIDA. On a déjà des entreprises qui ont voulu nous donner beaucoup d'argent qui n'ont pas pu le faire parce que des bénévoles ont dit non, c'est pas aligné avec mes valeurs. On est un acteur de la santé et donc un acteur qui fait la promotion du glyphosate, pas OK dans le financement d'AIDA. Donc ils se sont fait recaler. Donc on a d'abord un mode de fonctionnement avec les entreprises qui est assez transparent, assez démocratique. Dans le sens où quand tu crées un écosystème, il faut lui donner des règles et il faut notamment donner aux gens qui sont autour de toi la possibilité d'avoir un mot à dire sur cet écosystème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime bien raconter des histoires. Quand j'étais petite, il y a un truc qui me passionnait. J'ai inventé un mot, c'était un mélange de fasciné et de passionné, donc c'était fassionné, c'est pas mal. C'était l'origine des choses. C'est-à-dire que j'adore quand je vois un truc. Mon truc préféré, c'est quand Moussa raconte l'origine est déterminée. Mon truc préféré, c'est quand le patron de telle boîte raconte l'histoire de la naissance de la boîte. Je trouve que c'est un truc exceptionnel parce que tu captes tout l'ADN de la boîte en 10 secondes. Quand on te raconte, on avait 15 ans, on était dans une classe de seconde, on voulait s'engager pour la santé, on ne savait pas comment faire, on s'est levé, on s'est engagé et aujourd'hui on est 80 000. En fait, tu comprends ce qu'est AIDA. Et cette essence-là et cette origine-là, c'est ce qu'on va chercher dans les entreprises. C'est comment est-ce qu'on a des histoires communes et on va raconter la suite ensemble. Par exemple, je ne sais pas si on peut citer des boîtes ou pas, ou si je peux donner des exemples, ça peut peut-être aider ceux qui souhaitent lever des fonds et qui nous écoutent. On a signé un partenariat sur 3 ans avec la Fondation Bouygues Télécom. Donc, comment ça a commencé? Comment est-ce qu'on démarre un partenariat avec une entreprise quand on n'a pas de contact dans cette entreprise? La Fondation Bouygues Télécom a lancé ce qu'on appelle un appel à projet. Donc, ils ont dit, nous, on finance les projets qui sont en lien avec le numérique. Et donc, on va aller
soutenir tous ceux qui ont des projets en lien avec le numérique. Il se trouve que pendant le Covid, on avait un projet en lien avec le numérique. Donc, on a fait financer, on a gagné, il y avait 20 assos qui ont gagné, on a gagné l'appel à projet. Donc, on est rentré en lien avec Bouygues Télécom pour la première fois et puis on les a rencontrés. On a rencontré la personne qui s'occupe de la fondation, on a rencontré la personne chez Bouygues Télécom qui fait le lien entre la fondation et Bouygues Télécom, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a tissé une vraie relation avec l'entreprise. Et aujourd'hui, on a signé un partenariat sur 3 ans avec eux, 80 000 euros par an pendant 3 ans, donc 240 000 euros de soutien de Bouygues Télécom à Aïda. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain en claquant des doigts. Et pourquoi je dis ça ? Parce que moi, quand j'ai commencé avec Aïda, j'étais super frustrée parce que je voyais toutes ces levées de fonds gigantesques qui se faisaient et je me disais, mais pourquoi est-ce que nous, on a une cause et on arrive moins à lever des fonds ? Et à ceux qui nous écoutent, qui sont en train de démarrer des assos, la première chose à faire quand on veut lever des fonds, c'est savoir pourquoi on veut les lever. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lever des fonds pour lever des fonds. Il faut lever des fonds si on a usage de ces fonds et si on en a besoin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si vous avez un projet et que vous repérez le bon appel d'offres, vous avez la bonne mise en relation, généralement, après, ça suit, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts dans le sens où c'est pas du jour au lendemain qu'on a eu 240 000. Ça fait 4 ans qu'on est en lien avec Bouygues Télécom et c'est une relation sur le long terme qu'on a construit avec eux et qui nous permet de pérenniser les choses. Et je pense que c'est important de se dire, on a toujours dans l'entrepreneuriat, le plus gros défaut de l'entrepreneur, c'est qu'il est impatient. C'est qu'il veut tout de suite, maintenant, là, maintenant, tout de suite. Et moi, je pense que j'ai appris avec Aïda à construire le temps long et à me dire, ok, on va réfléchir à 4 ans. Ça me semble hyper long. Dans 4 ans, j'aurai 27 ans. Ça me semble être le bout du monde pour moi. Et en même temps, c'est pas grave. On pense dans 4 ans, on pense dans 3 ans. Et ça peut nous aider. Et donc, il y a toujours ce truc pas évident quand c'est tes premiers fonds que tu lèves. Parce que tu dois avoir l'urgence des fonds qui doivent rentrer tout de suite et projeter la suite. Moi, ce que je conseillerais à un entrepreneur, c'est que les 3 premières années, nous, on n'a pas demandé de fonds aux entreprises. Parce qu'en fait, ça nous prenait trop de temps d'aller démarcher. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait des levées de fonds participatives avec chacun qui pouvait donner 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros pour soutenir Aïda. Et on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. On avait besoin de 30 000 euros, on avait besoin de 25 000 euros, on avait besoin de 40 000 euros. Les 3 premières années d'Aïda, on était à moins de 100 000 euros de besoins sur l'année. Donc, c'était des choses qui, si tu as un peu de presse, si tu utilises bien les réseaux sociaux et si tu défends vraiment bien ton projet, peuvent se financer. Et après, une fois que tu as de la trésorerie, va chercher des entreprises parce que tu seras beaucoup moins stressé et tu courras beaucoup moins après l'argent. Et donc, tu pourras, choisir des entreprises qui te ressemblent parce que ça, c'est un luxe. Et 2, avoir un bon pitch et un bon support pour ça. Merci pour ces conseils. Je pense qu'ils sont très précieux pour justement toutes ces personnes qui créent des associations, les entrepreneurs sociaux et même les entrepreneurs en général. On a beaucoup de sollicitations à ce sujet. Peut-être juste rajouter un truc là-dessus, pas hésiter à demander de l'aide. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter de demander de l'aide. J'avais vraiment ce truc de j'ai envie d'y arriver toute seule. Mais il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Et en fait, je pense que la responsabilité d'un entrepreneur qui est soutenu par des boîtes, c'est comment est-ce qu'il fait rentrer d'autres dans ces boîtes-là. Et nombre d'entrepreneurs dans la santé, je pense à... Je sais pas si vous allez la recevoir ou pas sur le podcast, mais c'est une femme extraordinaire qui s'appelle Rada Hatem, de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Elle a fait un boulot super. Le nombre de fois, on discute ensemble de attends, là, il y a cette boîte qui nous a financé, tu devrais aller regarder. Ou là, moi, j'aimerais bien essayer de rentrer là. Est-ce que tu as un contact ? En fait, c'est pas parce qu'ils donnent à l'un qu'ils donneront pas à l'autre. Donc, il y a aussi cette responsabilité. Moi, il y a tellement de gens qui me contactent sur Instagram en DM en me disant « J'ai vu que tu étais financé par telle boîte, est-ce que tu peux me faire l'intro ?» Évidemment, j'ai rien à perdre. Si ma relation est une relation de long terme avec l'entreprise que j'ai construite, je suis ravie de faire des intros quand c'est le cas. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a un entrepreneur qui refuse une intro, c'est pas un vrai entrepreneur. Où est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on me retrouve ? Là, en face de toi. Hormis en face de moi. Ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire et l'aventure d'Aïda peuvent nous suivre sur Instagram. Donc, c'est Association Aïda. Ils peuvent me suivre, moi, Léa Moukanas, sur Instagram. On a pas mal d'actions tout au long de l'année avec Aïda. Là, on a un podcast qui sort aussi. Donc c'est marrant, on fait pas mal de choses en simultané avec l'été terminé, qui s'appelle Histoire de malade et qui peut s'adresser à toute personne qui a un proche qui est malade ou qui lui-même est malade. Et on aborde plein de sujets tabous autour de la maladie, la sexualité, comment tu gardes la relation avec tes potes, comment tu regardes la relation avec tes cours, avec ton taf quand tu es malade, qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends pour la première fois que tu es malade.
Voilà, ça s'appelle Histoire de malade, ça sort sur Spotify et c'est là qu'on peut nous retrouver en ce moment. Et je vous invite tous à aller écouter. Merci beaucoup pour cet échange Merci à toi. passionnant. On espère, en tout cas, on va se revoir parce que, comme on le disait, C'est la famille, c'est oui. la famille. Et à très vite. À très vite. Léa. Merci beaucoup.